Bonsoir à tous, j'espère que vous passez un bon Devox. Alors je suis venu vous parler de Docker Compose. Comme vous l'avez peut-être deviné si vous ne le savez pas d'avance, le logo de Docker Compose c'est un poulpe. Et donc je me suis dit on va se mettre aux couleurs du sujet. Donc je me suis dit je vais essayer de me commander un super bonnet poulpe. Alors j'en ai évidemment trouvé fabriqué en Chine. Je me suis dit bon c'est pas super éco-responsable d'aller encore chercher un énième machin fabriqué par des enfants esclaves et compagnie. Donc j'ai balancé ce tweet en me disant y aura-t-il des gens assez fous pour y répondre? Et oui, il y a des gens assez fous pour y répondre. Donc un grand merci à Cathy qui m'a, alors c'est pas du tricot, du coup c'est du crochet, mais qui m'a fait ce magnifique bonnet poulpe qui pose quelques problèmes parce qu'il frotte sur le micro. Bon, merci beaucoup et puis du coup à charge de revanche puisque c'est par pure générosité. Alors j'ai eu la surprise en arrivant tout à l'heure sur le stand Docker d'avoir une collègue qui s'y est collée aussi. Donc voilà, je me retrouve avec deux bonnets poulpes. Alors celui-là il est en laine donc je le porte pas parce qu'il fait chaud là. Et donc on peut dire bonjour à Paul le poulpe. Bonjour Devox. Alors ce que je vais vous montrer, on va faire un peu un tour d'horizon de Docker Compose. Et on va repartir un peu des bases. Vous connaissez Docker? Ouais, vaguement, ouais. Ok, parce que je trouve ça un truc qui est assez pratique, par exemple pour lancer un Jenkins, parce s'il y a des gens parmi vous qui font tourner des Jenkins, vous savez que ça peut être un petit peu compliqué des fois. Donc on nous explique que voilà, faut faire ça, un Docker run, machin, Jenkins, bidule. Alors bon, pourquoi pas, on fait un peu de place. Et puis alors en fait, si on lit un peu plus, on nous dit oui, mais en fait, il faut passer un volume et puis il faut passer des ports. Alors si vous rajoutez le volume machin, donc restart always volume machin. Ensuite, il dit oui, mais alors attention, parce que si vous voulez en plus connecter les agents, il faut rajouter une Java Ops. Là, c'est pour avoir une URL dédiée. Alors moi, je vais mettre une URL Devox quand même, on est à Devox. Donc si je mets un HTTPS Devox, ça commence à être long. Et ensuite, si je veux configurer le logging, alors il faut que je rajoute une autre Ops, Java util logging configurative. Bon, si vous avez déjà eu l'occasion de taper ce genre de ligne de commande, c'est un peu pénible en fait, hein. Clairement. Alors ça marche, hein, ça démarre, ça fait des trucs, ok, on est content. Mais bon, on n'a peut-être pas envie de se coltiner ce genre de problème. Alors il y a deux options. On crée un run.sh et puis on met ça dedans. Et puis il y a quelques années, il y a des gens qui ont débarqué avec un projet assez intéressant qui s'appelait Fig. C'était le grand départ des orchestrateurs avant que Kubernetes arrive. Alors, avec David Gageot, on avait fait une conférence il y a quelques années à Devox Belgique. Et, alors, j'ai pas gardé les slides malheureusement, mais il y a une slide sur laquelle on a les fichiers de configuration de plein d'orchestrateurs. Et entre autres, il y avait Fig à l'époque, qui était un des seuls à utiliser YAML. Tous les autres étaient en JSON, parce qu'à l'époque, c'était la mode. Et donc, je ne désespère pas de voir un nouvel orchestrateur qui fasse du XML. Donc, le truc, en fait, a été conçu de manière très simple. On dit, le Docker run, c'est ça. Eh ben, on fait un fig.yaml dans lequel on met l'équivalent de notre Docker run si j'arrive à cliquer au bon endroit. Et on appelle ça Jenkins. Jenkins, il a des ports qui sont du coup le port 80-80 gna gna gna. Et puis le port 50 000. Le restart, on va l'oublier 2 minutes parce qu'à l'époque de Fig, ça n'existait pas. Les volumes aussi, vous m'excuserez, c'est un petit peu ancien, on fait de l'archéologie là quand même. Et puis on va lui passer des variables d'environnement. Et puis bon, on va quand même lui passer une image parce qu'à un moment, il faut qu'il sache qu'il fait tourner. Voilà. Donc les mecs, leur idée, c'était ça. Je prends la ligne de commande et je rajoute des espaces partout. Ils sont pas foulés, hein. Puis on fait fig up. Et ça démarre un Jenkins. Alors bon, c'est du Python qui est mis dans un exécutable. D'ailleurs, j'ai été obligé de ressortir mon vieux Mac parce que j'ai un nouveau Mac ARM et d'ailleurs ça démarre même pas, super. Bon. J'ai pas réussi à le faire tourner sur les Mac ARM, mais bon, ils n'ont pas complètement fait un truc révolutionnaire, mais n'empêche que c'était juste super pratique parce qu'ils ont juste matché ce qu'on avait dans la command line et pas vraiment besoin de faire de documentation pour ça.
Et donc, sans grande surprise, Fig, la société Orchard qui était derrière, a été rachetée par Docker pour devenir Docker Compose. Alors, ce faisant, alors vu que ça marche pas, j'ai dû me gourer quelque part, donc on va tricher un peu. Bon, déjà, on va aller sortir de VI parce que je suis pas très doué en VI. Donc, zoup. Et puis, je dois reconnaître que j'ai une anti-sèche quelque part qui s'appelle Oops, parce que des fois, je fais des Oops. Ah oui, j'ai pas mis les cotes autour du... par acquis de conscience, quand même. Hop. Hein, qu'est-ce que t'en penses, Paul? Voilà, Jenkins qui démarre. Ça, c'est la magie de YAML. Hein. On met un espace en trop, ça marche pas. Enfin. Alors qu'en XML, je dis ça, je dis rien. Hein. Donc, je suis dans Devoxx. Donc, l'idée, elle est vachement simple, en fait. C'est que donc, ça s'appelle plus fig.yaml. Hein, ça s'appelle dockercompose.yaml parce que on a renommé le projet, donc ça semble logique. Et puis assez vite est venue l'idée d'aller un peu plus loin que juste la ligne de commande, c'est-à-dire de dire que tout ça, en fait, ce sont des services. Donc évidemment, il faut rajouter une petite indentation parce que sinon ça ne se passe pas bien. Hop, voilà. Et dans les versions qui ont suivi de Docker ont été introduites les notions de volume, de réseau, de choses comme ça. Et donc ça va nous permettre d'avoir des choses persistantes. Donc par exemple, je peux dire que j'ai un Jenkins Home c'est juste un volume, j'ai rien de particulier à configurer. Et donc là, je vais pouvoir dire que mon volume Jenkins Home va aller se monter dans var Jenkins Home si ma mémoire est bonne. Et donc là, normalement... Ah oui, j'oublie un détail qui est vachement important pour la suite. C'est qu'à l'époque, ils se sont dit, on va versionner le fichier. Donc par exemple, ça, je vais l'appeler 3.5, les versions assez récentes, 3.6, soyons fous. L'idée qu'il y avait derrière tout ça, on la retrouve dans la doc, normalement, dans la doc de Docker, la doc de Docker Compose qui vous explique quelle version il faut utiliser, et ainsi de suite. Okay, en touche T, là, on voit rien du tout. Qui du coup part du principe qu'une version dans le fichier compose.yaml va correspondre à une version de l'engine Docker. Alors, dans la pratique, dans le code, effectivement, c'est un peu ça, c'est-à-dire que ça dit, si vous avez mis version 3.8, dans ce cas-là, le code s'autorise à utiliser des versions de l'API correspondantes, sauf que l'API, elle n'a pas forcément bougé énormément. Alors que Compose de son côté, vous n'utilisez pas parce que vous mettez 3.8 que vous allez forcément utiliser les fonctionnalités associées. Et donc il y a eu un mélange assez sympathique qui est venu là-dedans. Alors bon, dans la pratique, hein, on fait un Docker Compose. Alors sur Docker for Desktop, l'ancien Docker Compose est accessible avec ce petit nom-là, V1. Et donc effectivement, normalement, ça va démarrer un Jenkins si ça veut bien. Volume contains an invalid type, it should be an array, sans blague. Ah oui, pardon, il y a un tiret, c'est ça hein, ouais. Non, ça doit être un... Non, c'est celui-là, pardon. Hop. Voilà, c'est celui-là qui a... Je peux avoir plusieurs volumes, et là on utilise une syntaxe avec des 2 points qui se promènent. Et donc il me dit qu'il y a une erreur, on s'en fout. On n'est pas là pour faire de l'archéologie non plus. La raison pour laquelle on se retrouve avec une version 3, donc vous avez deviné, la version 1, c'est celle où il y avait tout à plat. Docker Compose est venu avec une version 2. Et puis il y a eu cette version 3 qui est apparue parce qu'il y a un truc qui est apparu avec Docker 1.12, vous avez peut-être entendu parler de ça, c'est l'orchestration dans l'engine, c'est Docker Swarm. C'est un truc qui aujourd'hui n'est plus maintenu par l'équipe Docker Inc., mais par l'équipe Mirantis. Vous avez peut-être entendu parler du split de la société il y a 2 ans. Et en fait, Docker Swarm a ses propres API pour gérer le clustering au niveau du démon Docker. Mais les responsables du projet se sont vite rendus compte que ce que les gens aimaient utiliser, c'était le format Compose. Donc ils se sont dit, pour faciliter l'adoption de Docker Swarm, on va réutiliser le format Compose. Problème, le format Compose, il avait été taillé pour prendre la ligne de commande Docker Run, comme on vient de le voir, et puis mettre tout bout à bout. Les notions de placement dans un cluster, tout ça n'existait pas, donc il a fallu les ajouter. Et puis surtout, il y avait certaines notions qui n'avaient aucun sens sur un cluster. Genre le montage d'un répertoire local, ça se passe pas super bien, quoi.
Parce que déjà, avec un Docker distant, ça pose un problème. Mais alors en plus, sur un cluster, on vous dit, par définition, le répertoire local, il n'existe pas. Enfin, il est différent d'un nœud à l'autre. Il y a plein de concepts comme ça aussi. Donc il y a eu ce split entre une version 2 et une version 3. Ce qui fait qu'on a encore beaucoup de gens qui nous disent la version 2, c'est vachement bien pour le développement local. Puis la version 3, c'est pour le déploiement dans le cloud. Alors, dans la pratique, ce n'est pas complètement faux, sauf que ce n'était pas du tout l'intention. Alors, pour la démonstration, ce qu'on a voulu faire en fait pour l'évolution de Docker Compose, c'est déjà résoudre ce problème-là de multiversion et puis surtout élargir le scope de Docker Compose. Et donc il y a 2 ans, moi je travaillais sur un projet qui était l'intégration du support de Docker Compose sur Amazon ECS. Donc là, on passe par Okta pour des questions d'authentification, ça n'a pas grande importance ici. Donc là, normalement, j'ai mon fichier Docker Compose, si je n'ai pas tout cassé, qui est en version 3 quelque chose, donc il devrait passer, si j'ai du bol. Et là, je vais basculer sur un... Alors, je ne sais pas si vous connaissez la notion des contextes dans Docker. En gros, c'est par défaut, vous avez votre machine locale, votre Docker daemon local, mais vous pouvez créer des contextes pour aller taper à d'autres endroits. C'est l'équivalent de la variable d'environnement Docker host, en fait, mais du coup, là, on fait une bascule complète. Donc là, je peux lui dire Docker context use ECS, et donc toutes les commandes que je vais passer vont s'adresser à ECS. Et donc là, je vais pouvoir taper la commande, donc Docker compose up. Alors, il n'y a pas le petit tiret, vous remarquerez, mais sinon, c'est celle que j'aurais utilisée si j'avais voulu faire tourner mon compose file en local. Et là, si tout se passe bien, peut-être, il va me faire un déploiement sur Amazon. Tadam! Top démo. Voilà. Bon, alors, pour illustrer ce déploiement, j'ai prévu une petite... Bon, alors en plus, ça ne marche pas. Ah oui, merde, je ne suis pas sur la bonne région. Je vais vous l'épargner parce que c'est très long, en fait. Parce que vous le voyez un peu là, hein, dans votre fichier compose, vous avez dit juste une image, un volume. Sauf que transposer ces concepts-là sur un provider de type Amazon, ça veut dire, certes, créer un service Jenkins, mais ça veut dire aussi créer un cluster ECS, ça veut dire créer la définition de la tâche qui va avec, ça veut dire créer le log group qui va récupérer les logs, parce que sinon, il n'y a pas d'autre mécanisme dans ECS pour collecter les logs. Ça veut dire créer les règles de portage des ports TCP qui sont déclarées dans mon compose. CloudMap, c'est le service qui me permet d'identifier mes différentes ressources par nom. Il y a un access point, ça c'est parce que j'ai un volume, donc il faut que je crée un montage EFS, un NFS hébergé par Amazon, et un load balancer pour les machins, et un network, et encore vous n'en voyez pas tous parce qu'il a planté entre-temps. Mais bon, ça peut être un peu pénible, quoi. Donc ça a le mérite d'exister. Je ne suis pas complètement convaincu par la solution aujourd'hui. On a beaucoup de gens en fait, qui l'utilisent. La problématique, c'est dès qu'on veut sortir du cadre simple, parce qu'on veut utiliser certaines fonctionnalités d'Amazon, on est obligé de customiser, donc c'est un peu compliqué. Alors, ça utilise derrière CloudFormation, donc vous pouvez générer le template CloudFormation et venir le bricoler à la main, mais du coup, vous perdez un peu l'intérêt de la simplification du truc. Alors, un truc qui a été perdu avec le passage à cette version 3, qui certes peut être déployé sur Docker Swarm, je ne vais pas montrer, mais on peut s'amuser à le déployer sur Swarm. Alors, sur Swarm, ce n'est pas un Docker Compose Up, c'est un Docker Stack Deploy. Parce que pourquoi ne pas inventer un nouveau mot, n'est-ce pas? Et c'est Compose File, je crois. Up. Ah, il est avec un L. Perdu. Recueil. Ah oui, il faut lui donner un nom. Et donc, sans grande surprise, il crée un réseau et un service, sauf que là, potentiellement, j'ai qu'un seul nœud Swarm sur ma machine, mais potentiellement, je pourrais avoir 150 nœuds pour répartir mon Jenkins, qui aura bien du mal d'ailleurs à fonctionner en ce mode-là, mais ça, c'est un autre débat. Donc, on a quand même une certaine portabilité du format Compose, qui, là, je l'ai pu le faire tourner en local, sur un cluster Swarm, sur un cluster ECS qui aurait pu marcher. Ça marche aussi sur Azure Container Instances. Donc, évidemment, il y a des projets de migration vers Kubernetes. Il y en a un en particulier qui s'appelle le Compose avec un K, qui fait la translation.
On va faire un peu de ménage pour éviter de se prendre les pieds dans le tapis à la démo suivante, parce que pour l'instant, c'est pas glorieux. Youp. Et hop, je retourne à mes moutons. Ces histoires de versionning, donc on a une version 2, qui est celle issue de Fig, une version 3, qui cible le clustering. Et la raison pour laquelle les deux sont toujours utilisés, c'est un truc tout con. Alors là, je vais aller faire un copier-coller, sinon c'est un peu long et pas très intéressant. Si je le retrouve, voilà, je vais prendre une base de données Postgre que je mets dans un petit coin. Donc j'ai deux services. Et puis on va supposer que pour une raison quelconque, mon Jenkins utilise Postgre parce qu'il y a un plugin magique qui se base sur Postgre, tout ce que je vous dis. On va vous expliquer que si on fait du développement cloud native, blablabla, il faut que le code soit résilient aux coupures réseau, à ce que la base soit pas disponible et qu'il se reconnecte automatiquement, machin. Ok. Sauf que moi, mon plugin Jenkins, il est codé avec les pieds, mais enfin, il me sert. Donc moi, j'ai besoin que la base elle soit démarrée quand mon Jenkins démarre. Donc je lui ai mis un depends de la base de données une fois qu'elle est healthy. Et la notion de health check, en fait, dans Postgre, c'est intégré directement dans l'image de base. Il y a carrément une commande dédiée à ça. Alors si je fais un docker compose up avec ce truc-là, et ben, il se débrouille. Hop, il m'a créé la base, on voit qu'elle démarre. Et puis effectivement, il n'y a qu'une fois que la base de données est up qu'il va commencer à démarrer le Jenkins. Donc là, on a les logs qui sont mixés. Donc ça, c'est pratique pour le développeur. Vous voulez rajouter un truc qui fait un peu de debug, machin. Vous voulez pas vous enquiquiner à recoder tout votre pool de connexion pour qu'il soit résilient. Hop, depends on, boum. Et puis si je refais mon stack deploy, normalement, il ne devrait pas l'aimer. Ah bah non, alors depends on, il faut que ça soit une liste parce que je ne supporte pas les conditions service celle-ci, machin. Bah oui, parce que sur un cluster, là vous êtes censé être cloud native, machin. Votre code doit être résilient aux coupures réseau. Votre application va passer son temps à passer d'un nœud à un autre pendant qu'ils sont démarrés, rescalés et compagnie. Donc voilà, on se retrouve avec une V2 et une V3. Passionnant. Les gens vivent avec ça depuis un certain temps. Et donc il y a un truc qu'on a mis en place assez rapidement. C'est ce qu'on appelle la compose specification. Donc c'est un truc sur lequel on a travaillé avec des gens de Microsoft, d'Amazon, le mainteneur de Compose avec un K, la fameuse translation vers Kubernetes, un certain nombre de contributeurs, des Docker Captain, des gens comme ça, pour séparer la gestion du fichier YAML, de la syntaxe du fichier YAML, de la façon dont on s'en sert concrètement dans les produits Docker. Pour pas qu'on se retrouve à ce qu'un jour, on ait quelqu'un qui débarque chez Docker, c'est un peu la façon dont moi je l'ai vécu avec le split entre V2 et V3, en disant ouais, on a une super idée d'un nouvel outil, et donc du coup maintenant le Compose V4, ça va être comme ça. Là on s'est dit, non, le fichier Compose, c'est le fichier Compose, les gens l'utilisent, il a cet état-là, c'est supporté, point. Et donc si on veut rajouter des choses, on en discute de manière ouverte, on peut proposer des extensions à la rigueur, mais des choses comme ça. Et la première chose qu'on a fait dans ce format Compose, si j'arrive à retrouver mon VS Code qui se promène ici, c'est de dire, c'est histoire de version, là, savoir est-ce que j'ai le droit d'utiliser tel attribut parce que j'ai mis 3.6, non, en fait, il aurait fallu que je mette 3.7 parce que sinon, j'ai pas droit, alors que le code, il est là dans Docker Compose. Il sait gérer ce cas-là. C'est juste que, j'ai pas mis la bonne version. Et alors, du coup, si je dis que je fais une 2.7, tout d'un coup, il va me dire, ah non, ça marche plus. Mais je cible le même runtime, en fait, le même engine Docker. Donc on s'est dit, hop, ça dégage, il n'y a plus de version. On est backward compatible quoi qu'il arrive. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a dit il y a une condition service celle-ci, elle doit être acceptée au niveau de la validité du format. Après, votre runtime, si vous déployez sur un cluster quel qu'il soit, qui soit compatible avec la Compose Spec, va vous dire au moment du déploiement, attention, ce truc-là, je ne sais pas le gérer. Donc c'est à vous de dire, là, c'est pas grave, je m'en fous, YOLO. Ou bien, mince, du coup, peut-être que je regarde, du coup, cette cible de déploiement-là n'est pas disponible, mais en tout cas, c'est pas parce que vous aurez mis version machin que comme par magie, ça va se mettre à fonctionner. C'est vraiment le runtime qui devient le facteur limitant.
La deuxième chose qu'on a fait, c'est qu'on s'est dit, bon, à partir du moment où on a dit que la CompoSpec c'était ouvert, qu'il y a des gens, il y a plusieurs personnes qui bossent dans des boîtes qui font du mapping Kubernetes typiquement à différents niveaux, qui contribuent et qui utilisent les librairies qui font partie de la spec. Du coup, c'est plus directement lié à Docker, donc du coup, on retire le Docker. On appelle ça compose.yaml. C'est pas du tout obligatoire, hein. Vous pouvez continuer à utiliser vos Docker-compose, mais de mon point de vue, c'est un moyen assez simple de s'assurer que le fichier que vous utilisez, vous dites explicitement que vous êtes en mode compose moderne, entre guillemets, et que du coup, vous basculez sur ce mode-là. Alors, sur l'outil lui-même, le Docker Compose, donc vous avez vu jusqu'ici, je ne mets plus le fameux Docker tiret, c'est-à-dire que maintenant, il fait partie de la command line Docker, il est livré avec. Bon, là, je vais redémarrer mon Jenkins et mon machin, mais en background. Et il y a des choses qu'on a rajoutées qui n'existaient pas dans le Docker Compose historique, comme par exemple le fait de pouvoir lister les applications Docker Compose qui tournent. Donc là, j'ai mon application Devox. Et aussi pouvoir interagir avec cette application, même si j'ai perdu le fichier Compose, parce que c'est quelqu'un d'autre qui l'a déployé, parce qu'il était configuré avec des variables d'environnement. Ça, c'est un truc que je n'ai pas montré, mais ici, le port, je peux passer une variable d'environnement pour dire que ça, c'est mon port sur lequel je fais le déploiement. Je lui mets une valeur par défaut, par exemple. Ça me permet de le surcharger. Sauf que si je lance la même commande depuis un shell différent, il n'y a plus la variable d'environnement, du coup, je ne vais pas forcément cibler la bonne application. Donc du coup, maintenant, en fait, on peut directement passer le nom de l'application que je veux, sur lequel je veux travailler, donc il s'appelle Devox sur mon exemple, et puis je peux lui faire un PS pour voir les conteneurs, je peux faire un exec pour aller voir ce qui se passe dans la DB, je sais pas ça. Oui, la commande. Effectivement, il faut passer une commande, c'est mieux. Si je veux voir son environnement, voilà. Il y a des trucs, il y a un super Postgre qui me dit qu'il croit tout le monde parce que j'ai pas mis la sécurité. Je vais pouvoir la supprimer, tiens, rm-force. Bon. Ah maintenant ils sont pas arrêtés. Il faut que je le stoppe d'abord. Donc avec ça, en fait, ça me permet complètement d'être indépendant de mon fichier compose original. Et en fait, il n'est utilisé que pour les opérations de création de l'application. Après, tout le reste du cycle de vie, c'est une ressource nommée, comme vous le faites d'ailleurs pour le reste. Quand vous faites un Docker run, ça vous donne un ID. Après, vous pouvez faire plein de trucs avec cet ID. Vous n'avez pas besoin de savoir quelles étaient les options de départ. Dans les versions, dans les versions récentes, en plus, un problème auquel on a commencé à s'attaquer, c'est que historiquement, la partie build dans Docker Compose, elle était un peu, je crois que le terme technique c'est pitoyable. Parce que, en fait, le projet Docker Compose historique, il était écrit en Python. Alors, c'est pas qu'on n'aime pas Python, hein, c'est que, comme tout le reste des outils Docker est fait en Go, on est obligé de tout coder 2 fois. Donc forcément, il y en a un qui arrive en retard. Devinez lequel. Et en fait, la partie build, elle a été entièrement repensée depuis quelques années. C'est le projet BuildKit, avec un échange à double sens du gRPC en fait entre le client et l'engine qui fait le build. Et alors bizarrement, gRPC en Python, c'est pas complètement là, quoi. Donc du coup, je vais vous montrer, comme leur fil, là, on va tricher un peu. Hop, je vais prendre mon Dockerfile qui est là. Voilà. Donc il y a des choses qui sont proposées dans les versions récentes. On a ce petit machin magique là, qui consiste à dire j'utilise une version un peu avancée du builder Docker, de la syntaxe Dockerfile, qui m'autorise à faire ce genre de choses. Je lui dis tu vas faire une commande run qui fait un git clone. Ok, super, sauf qu'en fait tu vas faire un montage de mon agent SSH. Et ça va me permettre d'aller récupérer, typiquement, j'ai un repo privé dans lequel j'ai mes outils standards, mes scripts de config, mes choses comme ça que je veux rajouter dans mon Jenkins. Donc quand je fais dans mon Docker build, je veux effectivement qu'il aille chercher ça. Et donc je vais lui dire que mon SSH, il va me prendre tout simplement mon agent par défaut. Ah oui, non, c'est plus intéressant. Alors soit le SSH agent si vous avez votre clé qui est disponible, ou alors si vous êtes sur de la CI par exemple, on va aller la chercher. Hop. Il est où mon oups? Alors, si c'est pas trié, forcément ça aide pas.
Hop, et normalement, j'ai des clés. Mince, elles sont pas là. Ah, je m'y perds. C'est ça, ouais, hop, on va les foutre là. On peut faire ça? Est-ce qu'on peut faire ça avec VS Code? Ah non, on peut pas. Perdu. Bon, est-ce que je vais y arriver? On peut pas coller. On va faire ça avec une méthode super évoluée. ISO directory, bah oui, copie, remote. Voilà, hop. Donc là, normalement, voilà, je me retrouve avec des clés SSA quand vous avez. Alors, je vais faire un truc fou, je vais vous montrer ma clé privée. Vite, vite, copiez-la. Bon, celle-là, vous aurez deviné que je m'en fous pas mal. Ce qui va être intéressant, c'est du coup dans mon Dockerfile, dans mon compose, je vais y arriver, qui est caché ici, je peux lui passer soit mon agent SSH, soit le chemin vers une clé SSH à utiliser. Donc là, si on prend tiens, je ne sais plus si ça marche directement que sur le Mac, ça serait l'occasion. J'expérimente un peu tant que j'y suis. Hein. Parce qu'évidemment, j'ai préparé tout ça hier. Alors Docker Compose Build, pardon, parce que le up, on sait qu'il marche. Et donc là, normalement, si tout va bien, il va me créer mon image Jenkins et il m'a fait le mount. Ah oui, mais il est en cache, oh, c'est de la triche ça. No. Cache. Et là, peut-être, il fait des trucs. Ouais, il marche. Voilà. Donc là, il a utilisé la clé SSH qui est enregistrée dans mon agent SSH sur mon Mac pour l'exposer pendant le build à mon opération git clone sur un repo qui, en dehors de ça, est privé. Donc normalement, c'est pas un truc qui marche tout seul. Ça, c'est déjà une première fonctionnalité pour ce genre d'opération, en fait, on s'est rendu compte que beaucoup de gens font du stockage comme ça, de conf et des choses comme ça dans du Git, évidemment privé, et que passer par ce mécanisme-là, ça permet de faire du SSH sur des serveurs, des choses comme ça, pour récupérer des fichiers de conf qui ne sont pas disponibles en dehors de ça. Et la deuxième chose qu'on va pouvoir faire, c'est d'accéder à des secrets. Alors ça, les secrets, c'est un truc qui a été introduit par Swarm, qui n'est pas disponible en fait si vous avez une commande Docker secret, mais qui ne marche pas sur un engine non Swarm. Et pour l'utiliser dans Docker Compose, il y a une astuce, une super astuce qui a été proposée, c'est de dire bon, c'est un secret, mais qui est plus ou moins secret, quoi. C'est un secret, c'est un fichier en local. Donc là, si je fais un vi.secret pour créer un joli secret, je fais hello devox, on lui met une super icône avec un smiley, parce que c'est chouette les emojis. Voilà, donc j'ai créé un secret. Et alors, dans mon build, je lui ai demandé de partager ce secret. Donc c'est l'ID, en fait, c'est la référence qui est ici. Donc en gros, il va me prendre mon fichier .secret et va l'exposer dans mon build sous forme de données secrètes. Et donc là, si j'arrive encore à trouver où est la fenêtre, parce que je commence à m'y perdre complètement, hop, je vais pouvoir faire un mount non plus SSH cette fois, mais un mount de type secret. Donc là, je lui donne un identifiant et puis je lui demande de faire un 4 dessus parce que c'est quand même plus rigolo de voir ce que ça donne. Et donc, si je ne me suis pas gouré, je fais un no cache pour invalide. Et qui est quoi? Ah oui, bah c'est pas aligné, enfin. Sérieusement, quoi. Les gens qui savent pas faire du YAML, moi, ça me. Hop. Donc là, peut-être que ça va être mieux. Ouais, sauf qu'on n'a rien vu parce que c'est l'output de BuildX qui. C'est quoi? C'est un progress mode plain. Ouais, vous avez remarqué d'ailleurs que le bleu sur fond noir, c'est pas forcément ultra lisible. Il y a une issue là-dessous, vous pouvez voter. Voilà. Et donc là, on a un magnifique Hello Devox qui est apparu en mode. Là, je vous demande explicitement de me mettre tout en plain text. C'est ce que vous auriez dans votre Jenkins, hein, puisque il n'est pas en mode terminal ANSI, donc il aura affiché les trucs de manière brute. Et qu'est-ce que j'ai d'autre à vous raconter sur la partie, donc les secrets et les SSH, c'est un truc qu'on vient de rajouter et on commence à manquer de temps. Un truc qu'on vient de rajouter, donc qui sera disponible dans la prochaine version qu'on va reliser très très vite dès qu'on se sera remis de Devox. Mais en tout cas, vous voyez, en fait, l'idée de tout ça, c'est des choses qui ont été discutées au niveau de la CompoSpec, c'est des choses qui existent dans BuildX en fait depuis, je crois que l'issue elle a 3 ans, quoi. Et ça n'arrivait pas parce que fallait s'y mettre.
Et en fait, on a un contributeur externe qui nous a dit, bah tiens, moi je vais commencer à faire une proposition dans la CompoSpec. On s'est mis d'accord sur la syntaxe et en une semaine, c'était plié, quoi. Parce que des fois, c'est bien d'avoir des gens qui nous poussent. Donc si vous avez des choses qui vous manquent dans Compose, si vous avez des idées particulières sur un déploiement type qui vous tient à cœur, eh ben, faites comme Paul Le Poulpe, hein, vous allez sur la CompoSpec et vous faites une issue et vous venez discuter avec nous. Et nous vous remercions de votre attention.